Merci à tous donc, de vous présenter. J'en profite également pour le faire. Merci à nouveau Rachel pour cette occasion d'échange. Surtout, n'hésitez pas, parce que bon, ces présentations, on prépare déjà qu'un petit PowerPoint, mais l'idée vraiment, c'est que ça soit intéressant pour tous et enrichissant. Donc, n'hésitez pas à participer si vous avez des doutes, si une chose que je dis vous fait vous poser des questions. Est-ce que Rachel, on peut confirmer en termes de temps, on a jusqu'à quelle heure à peu près? On a une demi-heure, vous avez encore une demi-heure et puis par la suite, donc Voilà, un échange si possible. voilà, donc on est tranquille, tout va bien. Je me présente donc à nouveau pour ceux qui sont arrivés plus tard. Je suis Virginia Moreira, je travaille chez Jungle, donc une société portugaise de conseil, comptabilité et fiscalité. On est sur Lisbonne actuellement. Et donc, la particularité de Jungle, effectivement, au-delà d'avoir toute cette expertise comptable, fiscale et de payroll, c'est qu'on travaille beaucoup avec la communauté francophone. La société en soi a toute une histoire où, au tout début, un des associés était français. Donc, naturellement, tout son réseau de contacts était également français. Depuis, il est reparti en France. C'est l'actuel directeur qui ne parle pas français a gardé la société avec tous ses francophones. Et donc, on a créé une équipe de gestion de clients pour accompagner les clients au-delà de tous les éléments techniques. Il est important de les dirigeants, les gérants de société veulent être sûrs de prendre des bonnes décisions. Donc, ils ont besoin de, comprendre, être sûr qu'ils comprennent la langue, connaître les règles du jeu au Portugal et être accompagnés pour prendre des décisions au long de l'année. Donc, au-delà de toute l'expertise technique, on a une équipe de gestion de clients qui sert effectivement à ça, à faire le pont entre les sujets techniques et l'équipe technique et les clients. De mon côté, je parle français puisque j'ai vécu en France, dans les Landes, jusqu'à mes 13 ans, même si je suis née au Portugal. Et donc, depuis juillet dernier que je suis chez Jungle en tant que responsable de l'équipe de gestion de clients. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Je vais vous parler un résumé de Jungle, du Portugal pour ceux qui ne sont pas encore là, mais je pense que la plupart d'entre vous ont déjà un petit peu de connaissance du potentiel et des particularités du Portugal comme destination d'investissement ou pour y vivre. Le fonctionnement courant, donc les essentiels à savoir pour quelqu'un qui a une société au Portugal, et 2-3 curiosités sur le budget d'État 2025, puisque au-delà de savoir comment les choses fonctionnent et comment tout quelle est la réalité dans le présent, il faut voir dans quelle direction est-ce qu'on va, puisque personne ne crée une société pour la fermer demain. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu les décisions du gouvernement, dans quelle direction est-ce que le Portugal va, pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il y a des opportunités ou pas, ou des petites alertes à faire attention. Donc, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu le futur également. Donc, comme je vous disais, Jungle est une solution de la Team France Export pour les PME et les ETI françaises. On fait des activités de comptabilité, simplement des services de comptabilité, fiscalité, conseil et payroll. Donc, payroll, tout ce qui a à voir avec les fiches de paye, les cotisations, des salaires de collaborateurs localement. D'ailleurs, il y a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez également cette notion, de sociétés qui viennent au Portugal juste pour recruter du monde. Pas nécessairement pour s'installer ou pour créer des structures, mais pour recruter des collaborateurs, puisqu'on a énormément de talents qualifiés à des prix plus compétitifs que dans d'autres pays et pas mal d'avantages. Donc, on a également des sociétés qu'on accompagne que pour la gestion de fiches de paye et pas en termes comptables ou fiscaux. Donc, on a effectivement également une équipe dédiée à la relation client et un service sur mesure et francophone pour accompagner toutes les sociétés qui souhaitent s'installer au Portugal. Jungle a 5 ans d'existence. Actuellement, on est 19 déjà et ça grandit. Plus d'une dizaine de partenaires stratégiques. Quand on a effectivement des clients qui recherchent ou des avocats ou des agences immobilières ou d'autres services pour eux personnellement ou pour les sociétés, on a tout un réseau de partenaires avec qui on peut vous mettre en relation, pour qui vous accompagnent, également francophones. On a plus de 320 clients sociétés, au-delà de tout ce qui est service ponctuel, bien sûr, puisque les sociétés sont faites de personnes et les particuliers ont également des besoins. On fait les déclarations d'IRS qui sont également en cours actuellement et on accompagne des fois en amont pour les décisions de structures, comme on parlait, de potentiels auto-entrepreneurs ou de sociétés, pour analyser ensemble effectivement quelles sont les meilleures solutions. Donc, sur le Portugal, comme vous le savez, au-delà du beau temps et de la gastronomie, c'est un pays qui est très dynamique et de plus en plus stratégique pour la plupart des PME. Donc, au-delà on est là à la porte d'entrée vers l'Europe,
On a des infrastructures quand même modernes, autant en termes de routes comme d'énergie renouvelable. Il y a énormément de personnes qui sont venues vers le Portugal, de nomades digitaux par exemple, attirés par le climat et la qualité de vie, surtout depuis le Covid, puisqu'on a des conditions autant de sécurité comme d'infrastructures, de technologies qui permettent aux personnes de travailler depuis le Portugal sans aucune difficulté pour n'importe quel coin du monde. Donc, toutes ces conditions alliées à une main-d'œuvre qualifiée et multilingue, puisque tendanciellement et naturellement, les Portugais ont une facilité avec les langues, autant bon, le français, c'est vrai que c'est une particularité, il y a plus autant de monde qui parle le français, mais il y a beaucoup de francophones sur place, des Français qui ont déménagé, mais l'anglais, les Portugais parlent très bien l'anglais, donc effectivement, ça facilite autant à recevoir les étrangers comme à ouvrir des possibilités de postes multilingues et internationaux localement. Donc, au-delà de tout ça, il y a également une digitalisation des services et beaucoup de solutions pour les sociétés. Avant, en réalité, un entrepreneur, il devait dominer beaucoup de sujets, s'inquiéter avec beaucoup de particularités. Aujourd'hui, en réalité, ce qui est important, c'est de développer le business et d'être sûr que tout fonctionne opérationnellement parlant pour que les sociétés aient des succès, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui viennent au quotidien faciliter la vie aux entrepreneurs et beaucoup d'aides, on va dire, et de fonds au niveau de l'Union européenne, de l'État, des programmes qui essayent de, on va dire, la plupart des programmes qui existent actuellement, c'est pour motiver à la transformation digitale, donc aider à développer des procédures et des process simplifiés pour qu'on perde de moins en moins de temps avec des choses qui peuvent être automatisées, au-delà de l'intelligence artificielle, des choses simples comme la facturation électronique ou des fonds qui sont disponibilisés pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines. Donc, en réalité, il y a pas mal de solutions disponibles actuellement, surtout dans certains secteurs d'activité très particuliers. Par exemple, tous les ans maintenant, il y a le Web Summit au Portugal, qui est surtout tourné vers la technologie. Il y a pas mal de sociétés, de call centers aussi qui s'installent localement et donc obligatoirement, il y a beaucoup d'outils comme Toldesk, par exemple, qui est une société de communication qui est portugaise, c'est un des unicorns portugais, qui a été développé pour faciliter le travail des sociétés au quotidien en termes de téléphonie ou autre. Pour donc la réalité des entreprises. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on a une société au Portugal? Donc, ce qui est essentiel, au-delà de dominer bien sûr le sujet, c'est de savoir toutes les implications légales. Une des particularités au Portugal, c'est que quand on crée une société, il faut obligatoirement avoir un expert comptable, puisque c'est lui qui va vous représenter et échanger avec les autorités locales, autant les finances comme la sécurité sociale ou autres. Et en fait, le mindset au Portugal est très... donc, il y a plus de prévention et plus de préparation. On contrôle à la source que tout se passe bien et qu'on suit bien les règles du jeu. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de contrôle, d'inspection qu'il y a en France en termes fiscaux, puisque c'est l'expert comptable qui garantit toute la conformité légale de votre société dès le début. Et donc, automatiquement, l'État, il faut vraiment qu'il y ait des red flags ou qu'il y ait des grosses erreurs, et c'est pas censé puisque l'expert comptable est là effectivement pour éviter tout ça, pour qu'il y ait des particularités ou des sujets. Donc, c'est vraiment rassurant pour les entrepreneurs quand on arrive surtout à une certaine dimension, d'être sûr qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe de toute la conformité légale, fiscale de la société pour qu'ils puissent effectivement se dédier à l'activité et que tout fonctionne. Donc, pour les cotisations sociales des salariés au Portugal, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ça, c'est un point que tous me donnent plutôt des retours qu'en France, c'est pas du tout ça le scénario, qu'actuellement, les cotisations sociales et les charges sont très, très lourdes. Au Portugal, pour la société, le coût de la sécurité sociale est de 23,75%. Donc, pour le salaire d'un salarié, il faut avoir le salaire brut plus 23,75 pour la sécurité sociale. Et le salarié, lui, payera 11% retenu à la source. Donc, quand on parle d'un gérant, par exemple, salarié dans une société, vous qui pouvez créer une société et récupérer un salaire, c'est une charge qui représente 34,75 de votre salaire. En France, très vite, on atteint les 50% déjà en termes de cotisation sociale. Donc, c'est plutôt intéressant, même pour ce que je vous disais tout à l'heure, de recruter des personnes localement. La charge en termes de cotisation sociale est beaucoup plus petite. Au-delà des particularités au Portugal, on travaille sur 40 heures, en France sur 35, la main-d'œuvre et les talents sont plutôt qualifiés. Donc,
il y a pas mal de raisons pour recruter ou pour s'installer au Portugal et avoir des collaborateurs localement. Les cotisations sociales, donc, et les revenus des salariés dans les sociétés sont obligatoires sur 14 mois. D'ailleurs, ça, c'est une problématique et une particularité que tout le monde trouve à la réalité française un petit peu bizarre, puisqu'en France, les salaires sont sur 12 mois. Ici, c'est obligatoire sur 14, même si, on va dire, pour une raison d'organisation, de trésorerie, de mindset, vous préférez payer sur 12, c'est possible. Par contre, le montant total doit correspondre à ce qui est sur les 14. Donc, on parle de, pour le SMIC, par exemple, 870 € par mois fois 14. Donc, ça, c'est le salaire minimum à payer à un salarié en plein temps au Portugal dans une société. Bien sûr que vous, en tant que gérant, il n'y a pas cette obligation de récupérer le salaire minimum. Un gérant peut être non rémunéré, peut attendre d'avoir de la trésorerie pour décider quel est le salaire qu'il préfère ou avoir un montant inférieur à celui-ci. Le gérant, c'est la seule personne qui peut choisir quel est le salaire qu'il veut et changer à tout moment. Pour un salarié que vous recrutez, c'est toujours le minimum, le salaire minimum, et il ne peut que augmenter et pas descendre, à moins que la charge de travail et les horaires, par exemple, soient modifiés. Une chose importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de système de mutuelle. Ça veut dire quoi? La sécurité sociale au Portugal, elle sert pour le chômage, un congé maladie, une licence de maternité, par exemple, pour la retraite, mais pas pour les accidents de travail. La réalité n'est pas du tout la même comme pour les mutuelles. Donc, en réalité, les sociétés, ce qu'elles font, c'est qu'il y a la sécurité sociale pour tout ce qui est obligation patronale, soutien des collaborateurs, etc., plus une assurance pour les accidents de travail, parce que ce n'est pas la sécurité sociale qui prend ça en charge s'il y a quoi que ce soit. Et il y a également 40 heures de formation annuelle obligatoire. Ça, c'est important de vous le dire pourquoi. Si vous avez un salarié qui n'a pas eu ces 40 heures de formation annuelle et, par exemple, il démissionne ou il a une autre opportunité d'emploi, il faudra lui payer ce qui correspond à ces 40 heures de formation. Donc, c'est une obligation vraiment de la société de donner ces 40 heures ou payer l'équivalent. Pour le fonctionnement courant de l'entreprise, qu'est-ce qui est important à savoir? Au-delà de tout ce qui est cotisation sociale et salaire, au-delà du SMIC, par exemple, ou d'un salaire que vous souhaitiez offrir à un collaborateur, si c'est quelqu'un de plus qualifié ou dans des fonctions qui le justifient, il y a d'autres façons de pouvoir payer des compensations pour l'activité ou aux collaborateurs sans qu'il y ait un impact derrière énorme pour la sécurité sociale ou pour les impôts. Donc ça, c'est des aides, on va dire des outils que le gouvernement a mis à disposition des entrepreneurs et des salariés pour pouvoir augmenter un petit peu le revenu des collaborateurs sans que automatiquement cela implique un paiement d'impôts. Donc, je vous donne un exemple, plusieurs exemples qu'il y a ici. Il y a l'indemnité alimentaire. Si vous payez un collaborateur jusqu'à 6 € par jour sur la fiche de paye, il n'y aura pas de cotisation supplémentaire à payer, c'est net. Si vous voulez passer par un panier repas, le montant maximum passe à 10,20 € par jour, donc c'est quand même représentatif, on parle de 200 et quelques euros par mois, qui seront également libres d'impôts et de cotisations sociales. Donc ça, on va dire que c'est presque automatique au Portugal. Toutes les sociétés payent des indemnités alimentaires, sauf dans les secteurs d'activité où, par exemple, ils ont l'opportunité de manger sur place. Par exemple, un restaurant, normalement, les collaborateurs finissent par manger sur place et pas récupérer l'indemnité alimentaire. Mais des activités ou des sociétés qui recrutent des personnes pour des bureaux ou autres, naturellement, ça fait partie du salaire puisque c'est une façon d'avoir plus de liquidité et de trésorerie pour les collaborateurs et ne pas payer nécessairement de la sécurité sociale là-dessus pour les sociétés. Il y a également les frais de représentation. Donc ça, c'est prévu. Pourquoi? Pour tous les déplacements, restaurants, etc., qui sont faits en contexte de l'activité. Donc, un collaborateur va en déplacement en France, par exemple, pour un événement ou autre, pour trouver des clients, c'est prévu. Et la société paye paye le déplacement et les restaurants, etc. Ou alors, c'est des aides au déplacement. Donc, il y a tout ça, il n'y a pas de sécurité sociale ou d'IRS dessus. Par contre, il y a une petite taxe autonome parce que c'est considéré donc que c'est également un bénéfice pour, par exemple, si c'est le gérant, pour le gérant et non seulement pour la société. Donc, pour la société, ça implique le paiement d'une petite taxe à la fin de l'année. Mais en réalité, c'est une façon aussi imaginons si le déplacement n'implique pas énormément de charges,
Quand on parle de déplacements internationaux, c'est 167,07 € par jour que vous pouvez recevoir et nationalement 72,65 €. Si les charges ne vont pas à cette hauteur, ça peut être intéressant aussi puisque c'est une façon de compenser la personne pour le déplacement. Il y a également les chèques crèche et chèques éducation. Donc ça a quelques années seulement, c'est tout récent. Le gouvernement a vu qu'il y a quelques difficultés au niveau des crèches, des écoles au Portugal, qu'il n'y avait pas nécessairement de place pour les enfants ou que le prix de l'éducation était plutôt cher. Au lieu de demander des augmentations tout simplement aux sociétés pour pouvoir payer l'école de mon fils, le gouvernement donne la possibilité aux sociétés de donner un chèque crèche. Pour les enfants qui ont jusqu'à 7 ans, par exemple, aux parents. Le chèque crèche servira pour payer l'école. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de paiement de sécurité sociale ni d'IRS dessus. Quand on parle de chèque éducation, c'est pour les enfants de 7 jusqu'à 25 ans, on maintient l'avantage de ne pas payer de sécurité sociale, mais on payera quand même des impôts sur le revenu relativement au montant reçu. Mais c'est quand même des avantages plutôt sympas parce qu'on parle, je vous donne un exemple, pour un enfant de 7 à 25 ans, ça peut aller jusqu'à 1 100 € par mois, par enfant. Donc, c'est une façon effectivement d'augmenter un peu les revenus sans qu'il y ait la charge que je vous disais tout à l'heure des cotisations sociales. Donc, il y a plein de petits outils comme ça plutôt intéressants quand les sociétés veulent augmenter les collaborateurs pour pas que ça implique nécessairement énormément de charges pour la société. Pour donc les sujets de TVA, la TVA au Portugal est à 23%, donc d'une façon générale, pour les prestations de services et la majeure partie des services et des produits. Mais il y a également deux autres TVA. C'est la TVA à 6 qui est la réduite et l'intermédiaire à 13. Pour, par exemple, certains articles de santé, produits agricoles, d'hygiène. Donc, les TVA sont réduites, surtout pour les biens essentiels. Elle est à 6% quand on parle de médicaments, de boissons non alcoolisées, etc. ou même de rénovation de biens immobiliers. Tout à l'heure, c'est Thomas, si je ne me trompe pas, qui me disait qu'il est dans le secteur immobilier. Il y a plein de petites particularités à savoir pour l'immobilier qui sont plutôt intéressantes parce que ça vous permet d'avoir la TVA à 6%, autant pour les travaux ou autres, en dépendant par exemple de où le bien se situe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ARU, c'est Área de Reabilitação Urbana. C'est des zones au Portugal qui ont des biens qui ont besoin d'être rénovés, on va dire, où l'État veut motiver les personnes à acheter et à rénover dans ces quartiers-là. Et donc, si votre appartement se situe dans une de ces régions, et il y en a beaucoup au Portugal, toutes vos factures de travaux, par exemple, devront avoir la TVA à 6 au lieu de 23. Donc, c'est plutôt intéressant, même en termes de trésorerie et pour les personnes qui font de la prestation de services aussi ou qui sont dans la construction. C'est quelque chose de toujours intéressant à savoir et important à savoir. Pour la réalité à l'international, certains d'entre vous me disaient que vous travaillez entre la France et le Portugal. Donc, quand on facture une société qui n'est pas au Portugal, cette société n'a pas l'obligation de payer de la TVA localement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une facture en autoliquidation. Il suffit d'identifier le numéro de TVA intracommunautaire, en fait, sur la facture. Et la société française ne payera pas la TVA au Portugal, puisqu'elle n'a pas cette obligation. Les seules particularités ou les exceptions, on va dire, c'est, imaginons, cette société française vient au Portugal et fait un événement sur place. Là, oui, la TVA, elle est due au Portugal, puisque tout le service, l'événement et l'origine de la facturation a lieu au Portugal. Donc, c'est l'État portugais qui a le droit à cette TVA. Si ce n'est pas le cas, si on parle de prestations de services à l'international, consulting ou autre, moi, je travaille vers une société française, par exemple, et je fais du consulting, la facture que je lui mettrai sera sans TVA. Pour récupérer la TVA, c'est important de vous dire ça. Pourquoi? Les règles de TVA en France et au Portugal sont très différentes. Et souvent, bien sûr, vous arrivez ici avec les références de France. Au Portugal, la logique de la TVA, tout simplement, c'est pour récupérer de la TVA, il faut que vous facturiez de la TVA. Les personnes qui sont exonérées et donc ne vont jamais charger de la TVA à leurs clients, ils ne peuvent pas non plus récupérer la TVA de leur facture. Donc, il faut vraiment que le premier critère, c'est facturer de la TVA. Et comme ça, quand vous faites les déclarations de TVA, le solde du crédit débit est fait envers l'État portugais. Et c'est là où on voit combien de TVA potentiellement vous pouvez récupérer sur toutes les factures d'achat, toutes les factures que vous avez
payés liés à l'activité professionnelle. Par exemple, les frais de déplacement, acheter des matières premières, les repas d'affaires, tout ce que vous faites au nom de la société lié à l'activité. À partir du moment où vous avez les factures documentées avec le NIF de la société et le détail avec la TVA séparée, bien sûr, la TVA est récupérable. Donc, il y a quelques règles pour la récupérer. Elle est récupérable seulement après 12 mois d'activité ou alors il faut avoir au moins un crédit d'impôt de 3 000 € pour que vous puissiez la récupérer avant. Parce que ça arrive, des fois avant les 12 mois, il y a énormément de TVA en crédit et donc c'est possible quand même de la récupérer, mais le montant minimum, c'est 3 000 € pour pouvoir la récupérer avant les 12 premiers mois. Relativement aux impôts, donc les impôts sur le bénéfice et sur les revenus des sociétés. Au Portugal, jusqu'à 50 000 € de bénéfices, l'impôt est de 16%. Donc, la première tranche est toujours de 16%, jusqu'à 50 000. À partir des 50 000 €, l'impôt passe à 20. Donc, la première sera toujours à 16 et à partir de 50 000, aucun limite, indépendamment de quel est le montant que vous facturez, l'impôt sera toujours à 20% pour les bénéfices des sociétés. Donc, après avoir payé l'impôt sur le revenu de la société, si vous souhaitez récupérer des dividendes, donc sur les bénéfices que vous avez eus, le taux à payer est un taux fixe de 28%. C'est un taux libératoire. Ça pour les résidents portugais. Donc, imaginons si vous avez une société au Portugal et vous êtes résident en France, vous payerez les 28%, mais vous devrez reporter vos revenus dans vos déclarations de revenus en France. Et donc, peut-être que la France vous demandera la différence. Il faudra activer une convention qui existe pour éviter les doubles impositions. Mais la France pourra vous taxer jusqu'à, par exemple, je sais que le taux en France est de 30%. Ils peuvent vous demander les deux qui manquent pour le paiement des dividendes en France. Si par contre, vous récupérez des dividendes et vous êtes résident au Portugal, il est toujours intéressant, c'est important de prendre note de ça puisque rarement les personnes y pensent. Ils pensent c'est un taux d'imposition à 28, j'ai payé, il n'y a plus rien à faire et c'est bon. C'est intéressant très souvent de déclarer ça dans votre déclaration de revenus annuelle. Pourquoi? Quand on déclare sur la déclaration de revenus annuelle qu'on a récupéré des dividendes, au lieu de payer les 28% sur la totalité des dividendes, l'avantage, c'est que le gouvernement ne taxe que 50% de ces dividendes. Ça veut dire que vous pouvez récupérer un petit peu de ce que vous avez payé de taux libératoire quand vous avez récupéré les dividendes. Donc, c'est toujours intéressant de déclarer sur la déclaration de revenus et voir si vous pouvez récupérer ou pas un petit peu des impôts que vous avez avancés. Comme je vous disais, donc c'est toujours intéressant d'avoir la notion dans quelle direction est-ce qu'on va. Et la tendance au Portugal actuellement, c'est de continuer à faire venir les étrangers, de booster un petit peu l'investissement et surtout d'essayer de retenir les talents localement. Pourquoi? Au-delà de faire venir les personnes de l'étranger, l'idéal, c'est que les jeunes surtout ne partent pas. Donc, il y a un gros plan de retention jeunesse en place depuis l'été dernier à peu près, où le gouvernement donne pas mal d'avantages aux jeunes. Quand on parle de jeunes, on parle de personnes jusqu'à 35 ans. Qui souhaitent vivre et travailler au Portugal. Donc, indépendamment de la nationalité, qu'ils soient portugais ou viennent de l'étranger. Il y a par exemple l'exonération de l'IMT et de l'impôt de timbre à l'achat d'une résidence principale pour essayer de retenir les personnes, réduire la charge, puisque jusqu'au mois d'août de l'année dernière, pour acheter une maison au Portugal, il fallait toujours donner l'apport ou de 10 ou de 20%, payer l'IMT, payer l'impôt de timbre. Et donc, il fallait effectivement avoir pas mal de trésorerie pour pouvoir se lancer dans un achat, surtout dans les grandes régions comme Lisbonne et Porto, où le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Les jeunes n'arrivaient pas à acheter localement. C'était impossible d'acheter au Portugal, où très peu de personnes arrivaient à acheter. Donc là, c'est une des mesures que le gouvernement a lancées pour essayer de booster l'achat, surtout pour les résidences principales. Donc, les jeunes qui ont moins de 35 ans et qui achètent ont ces exonérations-là. Et en plus, une garantie de l'État qui assure que si la banque ne donne pas donc les 100% pour l'achat, l'État garantit les autres 20%. Donc, en réalité, un jeune n'a pas besoin aujourd'hui de donner d'apport ni de payer d'IMT ni d'impôt de timbre. Il a juste besoin de payer le notaire et bien sûr d'avoir les conditions pour valider son prêt à la banque, tout simplement. Donc, ça permet d'aider un petit peu à l'installation et à minimiser les soucis relativement à l'immobilier au Portugal. Il y a également l'IRS jeune. Donc, quand je parle d'IRS jeune, l'IRS, c'est l'impôt sur le revenu des personnes singulières. Donc, quand on paye nos impôts tous les mois,
Les jeunes qui ont moins de 35 ans et qui sont là sur leurs 10 premières années de cotisation, quelqu'un qui vient de s'installer ou un Portugais tout simplement qui travaille à moins de 10 ans, a des avantages et paye moins d'impôts pour tous les revenus jusqu'à 28 700 € par an. Donc, pour vous donner une idée, c'est progressif. Par exemple, la première année de revenus ne paye pas du tout d'IRS. La deuxième année, 25% de ses revenus sont considérés pour payer des impôts. La cinquième, 50%, ainsi de suite. Et donc, les jeunes jusqu'à 35 ans commencent à payer des impôts, comme tout le monde, on va dire, au barème progressif, ou à partir des 35 ans, ou après la fin des 10 ans, les premiers 10 ans de travail. Par exemple, c'est mon cas, j'ai moins de 35 ans, mais je travaille il y a plus de 10 ans. Donc, j'ai plus le droit à cet avantage. Mais toutes les personnes qui sont là il y a moins de 10 ans, ils peuvent profiter de cet avantage et réduire les impôts à payer sur le revenu. Ce type d'avantages, par contre, c'est important à savoir, ne sont pas cumulables avec les RNH ou tout ce type de mesures du gouvernement. Donc, c'est important, si vous connaissez des personnes ou vous êtes dans le cas ou avez des enfants qui pensent déménager au Portugal, d'analyser quel régime leur intéresse le plus. Parce que quand on parle de RNH, c'est maximum 20% pendant 10 ans. Et le plan de rétention jeunesse peut être plus intéressant parce qu'on ne parle pas de 20%, on parle de ne pas payer d'impôts du tout ou réduire le montant imposable des revenus. Donc, en dépendant de l'âge, des typologies de revenus, etc., c'est quelque chose à analyser pour voir quel est le scénario le plus intéressant. Au-delà de tout ça, il y a quelques projets touristiques, surtout dans le centre et nord du pays. Par exemple, il y a 10 millions d'euros disponibles pour des projets touristiques dans le centre et nord via autant des mesures et des plans de l'Union européenne comme au niveau des mairies. Il y a beaucoup de programmes, donc c'est toujours intéressant à savoir. D'ailleurs, dans toutes les mairies du pays, si vous voulez savoir quelque chose de particulier, au-delà de l'information qui est disponible en ligne, il y a un endroit qui s'appelle o Balcão do Investidor. Et donc, dans toutes les mairies, vous pouvez aller demander quels sont les avantages d'investir localement. Si c'est de l'argent à fonds perdu, si c'est des réductions en termes d'impôts. Donc, dans toutes les mairies, il y a ce Balcão do Investidor qui peut vous répondre à vos questions et vous aider autant pour c'est surtout dans les activités de création de sociétés, ouverture d'usines, par exemple, locales qui vont créer de l'emploi, achat d'appartements, rénovation, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'avantages à considérer. C'est important de vous informer pour voir les opportunités qui existent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? On parlait du RNH. Je sais que certains d'entre vous sont déjà RNH, comme disait Xavier, si je ne me trompe pas. Mais donc là, je suppose que Xavier a eu le RNH, l'ancien. Là, depuis 2024, l'ancien RNH est terminé. Mais au 1er janvier 2025, il y a un nouveau régime qui est l'IFICI, c'est ce que vous voyez ici, qui en fait, on l'appelle le RNH 2.0, puisqu'en réalité, les avantages sont les mêmes que l'ancien RNH, et d'ailleurs un petit peu plus intéressant, puisque au-delà du maximum de 20% pendant 10 ans, tous les revenus de sources étrangères, sauf les retraites, sont exonérés d'impôts au Portugal. Donc, pour ceux qui se posent encore des questions de est-ce que ça m'arrange de fermer la société en France et en revenu au Portugal ou pas, ça peut être intéressant, si vous êtes éligible à ce nouveau régime IFICI, de maintenir la société en France pour récupérer des dividendes, par exemple, de l'étranger, comme ça, vous n'êtes pas taxé localement, ou alors ouvrir la société ici et profiter du maximum d'imposition en IRS. Pour ce IFICI, il faut juste savoir, et ça c'est la différence, on va dire, et la particularité, c'est que l'ancien RNH était tourné vers les professions de valeur ajoutée. Point. Si vous déménagez, vous avez une de ces professions, dans les 5 dernières années, vous n'avez pas vécu au Portugal, vous êtes éligible au RNH. Ici, ce n'est pas le même cas. Il faut également ne pas avoir vécu au Portugal les 5 dernières années, mais il faut travailler pour des sociétés dans certains secteurs d'activité. On parle par exemple de l'industrie extractive, manufacturière, électricité, construction, activités financières, de conseil, éducation, santé. Donc, c'est dans ces domaines-là, il faut que la société dans laquelle vous travaillez soit de ces typologies-là pour que vous soyez éligible au IFICI. Et les sociétés doivent exporter au moins 50% de leur chiffre d'affaires vers l'étranger. Donc, ça implique quand même d'autres choses à analyser pour être éligible, mais le régime existe toujours, les avantages existent et surtout, par exemple, les anciens RNH n'étaient pas
on va dire, les gérants de société n'étaient pas considérés dans l'ancien RNH. Ça veut dire que quelqu'un qui constituait une société et avait des salaires, percevait des salaires que comme gérant de cette société, il ne pouvait pas utiliser l'avantage même s'il était RNH. Dans ce IFICI, les gérants de société sont éligibles également au RNH. Donc, c'est intéressant. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas incluses dans l'ancien régime qui maintenant sont incluses dans celui-ci. Et au-delà donc des secteurs d'activité dans lesquels les personnes doivent travailler, vous devez avoir ces postes spécifiques. Donc, être directeur général, médecin, professeur, spécialiste en finance, les listes sont définies d'une façon très claire de quel est le poste et quelles sont les activités que le gouvernement assume que c'est une valeur ajoutée pour le pays. Et donc, il va vous donner ces avantages fiscaux comme l'ancien RNH, également pendant 10 ans. Donc voilà, comme je vous disais, les personnes occupant ces fonctions dans ce type d'entreprise bénéficient d'un taux spécial de 20% sur les revenus du travail salarié perçus pour l'exercice de cette fonction. Imaginons, si vous avez plusieurs activités, plusieurs revenus, c'est les revenus que vous avez au sein de cette société et avec ce poste qui seront considérés pour le régime. Ceux qui sont autres typologies de revenus ou dans d'autres secteurs d'activité seront taxés au tableau donc, en vigueur au Portugal, à la grille générale, qui va de 14 à 48%, en dépendant de combien vous gagnez, quel est votre foyer, si vous avez beaucoup d'enfants ou pas. Donc, c'est lors de la déclaration de revenus annuelle que ce calcul est fait et vous saurez combien d'impôts vous avez à payer. Attention, l'application du régime n'est pas automatique, donc il faut s'inscrire. Le délai dépend de la date à laquelle vous vous installez au Portugal et vous devenez résident fiscal. Donc, toutes les personnes qui se sont installées à partir de 2024, par exemple, ont dû s'inscrire au mois de mars. Les personnes qui s'inscrivent en 2025 et pour toutes les prochaines années vont devoir demander le régime toujours jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, pour ceux qui déménagent en fin d'année, il faudra analyser tout ça en amont pour, si vous êtes éligible, bien sûr, faire la demande dans les délais et être sûr que vous aurez accès à ce régime fiscal plus avantageux. Voilà, donc je vous ai dit et je vous ai parlé un petit peu de tout ce que j'avais en tête. On peut profiter peut-être des prochaines minutes pour échanger. C'est l'occasion, si vous avez des questions, de voir ensemble et après, si besoin, analyser plus en détail des cas particuliers.